De la naissance à la mort, la seule chose qui ne change pas, c'est notre ADN, notre patrimoine génétique. Il contient le mystère de la vie, ce que nous sommes et aussi ce que nous allons devenir. Les avancées technologiques pour mieux l'observer et le comprendre ne cessent de progresser. Elles changent aujourd'hui la perception des maladies que l'on peut prévoir et parfois prévenir. Marjorie et Quentin sont les deux jeunes parents de Maxence, 3 ans, et Joséphine, 1 année et demie. Rien ne les prédisposait à découvrir leur génome, jusqu'à la naissance de Maxence. Comme tous les bébés, on lui prélève un peu de sang pour le test de Guthrie, un test pour dépister certaines maladies rares. Quand il a eu 3 semaines, j'ai reçu un téléphone du CHUV me disant qu'on devait venir faire des examens en plus le lendemain du téléphone parce qu'il était positif à la mucoviscidose. Franchement, il y a notre vie qui s'effondre un petit peu en se projetant peut-être dans une maladie grave. Et puis, voilà, donc c'est très, très dur. Une annonce de peut-être une grave maladie. Après toute une batterie de tests, c'est le soulagement. Maxence n'est pas malade. Il est simplement porteur sain du gène de la mucoviscidose. Et c'est comme ça qu'en fait, il est ressorti positif et puis qu'après, ils ont su que ça venait aussi d'un de nous deux et puis qu'ils nous ont aussi les deux testés. Vous, du coup, est-ce que vous le saviez, les deux, que vous étiez porteur de ces gènes ? Pas du tout. Non, c'était même une découverte que finalement, on puisse savoir finalement tout ça sur nous. C'est-à-dire même au sein de nos familles respectives, il n'avait jamais été question proche ou même peut-être un peu plus éloigné de quelqu'un qui était malade de la mucoviscidose. Quand Marjorie et Quentin ont souhaité un 2e enfant, les généticiens les ont avertis qu'ensemble, ils ont un risque sur 4 d'avoir un bébé atteint de la maladie. Alors, ils nous ont proposé soit de démarrer une grossesse spontanément, vu qu'on n'a pas eu de soucis pour avoir Maxence, ou alors de faire une fécondation in vitro avec un diagnostic préimplantatoire et puis de ne pas implanter un embryon malade. Et puis, nous, on a pris la décision de démarrer une grossesse spontanément. Et puis, on a fait les tests à 11 semaines, c'était, pour Joséphine. On a fait une choriosynthèse. Et puis là, ils ont recherché la génétique pour voir si elle était porteuse saine, si elle était malade. Et puis, on avait pris la décision de démarrer comme ça. Et puis, si elle était malade, de ne pas garder le bébé. Et puis, tu veux venir avec papa? On va aller mettre la table. C'est vrai que ça n'a pas été la même grossesse du tout que pour le premier. Parce que, on se dit... on ne sait pas si on va garder ce bébé ou pas. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas tellement investie dans ma grossesse à me projeter avec ce bébé. Enfin, je me suis protégée, entre guillemets, de me dire faut pas trop que je m'y attache, faut pas que je me projette trop avec cette grossesse parce que peut-être que dans 3 mois, je vais pas le garder. Une grossesse un peu abstraite jusqu'au résultat qui révèle que Joséphine n'est pas malade. Mais c'est chaud. C'est chaud. J'avais le besoin de faire des choses pour me reconnecter à ce bébé que j'avais mis de côté pendant les 3 premiers mois, en fait. Puis après, quand elle est née, j'avais tout le temps besoin de l'avoir contre moi, de lui dire les choses, peut-être c'était pour me rassurer moi, et puis elle s'était passée ni vue ni connue, mais ouais, j'avais ce besoin-là d'être là, en fait. Non, après, je sais. Savoir qu'on est porteur d'une maladie rare bouleverse la vie. Mais pour Quentin, cette découverte a eu une autre incidence. Les tests ont révélé qu'il n'est pas juste porteur sain. Il est atteint sans le savoir d'une forme rare et moins grave de la mucoviscidose. Depuis tout petit, je me plaignais de troubles digestifs sans vraiment avoir pu toujours les solutionner ou trouver une raison, une explication à ceci. Mais jamais j'aurais pensé, en ayant ce résultat-là, qu'on puisse déboucher sur comment donner la réponse à mes troubles digestifs. Et on a vu qu'effectivement, j'avais une dysfonction au niveau des glandes exocrines, ce qui avait pour origine justement cette forme fruste de mucoviscidose et qui faisait que toute ma digestion ne se passait pas de manière optimale.
La mucoviscidose peut en effet engendrer des problèmes digestifs qu'il soulage maintenant avec un traitement. Quand Quentin est né, on ne détectait pas d'office la mucoviscidose. S'il était né aujourd'hui, le test lui aurait épargné des années d'errance médicale. On va ici? D'une part, on ne met pas de mots dessus, et d'autre part, c'est quand même des douleurs, hein, des souffrances, etc. Et de savoir de mettre un nom sur quoi on souffre, et de deux, d'avoir aussi un traitement qui est proposé, qui permet justement de soulager tous ces symptômes. C'est sûr que ça a clairement permis de changer ma qualité de vie de manière générale. Grâce aux tests génétiques, Quentin et Marjorie ont pu maîtriser un risque et pour Quentin, trouver l'origine de ces maux. Mais traiter une maladie héréditaire ne signifie pas qu'on ne la transmet plus. Bonjour. Non, fais doucement, Maxence, c'est même pas. Tu peux caresser. Et ce risque-là, il existera typiquement, par exemple, aussi pour nos enfants. Le phénomène, c'est pas simplement arrêté ici, mais ça se transmet. Donc, ces questions-là continueront à se poser. Nous héritons tous du patrimoine génétique de nos parents, qui l'ont eux-mêmes hérité des leurs. Notre patrimoine génétique est un peu comme une grande bibliothèque qui raconte comment notre corps fonctionne, avec des livres, les chromosomes, des chapitres, les gènes et des lettres. Dans le noyau de chacune de nos cellules se loge l'intégralité de notre patrimoine génétique, le génome. Notre génome, c'est 46 chromosomes, 23 hérités de notre mère et 23 de notre père. Les chromosomes se subdivisent en gènes et pour les écrire, 4 lettres, les nucléotides A, T, C et G. On a 3,2 milliards de lettres dans chacune de nos cellules qui disent comment notre corps est construit, qui disent comment nous sommes des individus et pas tous des copies clonées du même être humain. Et puis ces différences sont importantes pour faire en sorte que nous sommes spéciaux, individuels, mais aussi dans notre rapport à la santé et à la maladie. On a certaines régions du génome dont on comprend très bien la signification aujourd'hui. C'est essentiellement les régions qui codent pour les protéines, les éléments de notre génome qui seront capables de fabriquer nos cellules, de fabriquer les enzymes, les neurotransmetteurs, tout ce qui fait en sorte que notre corps fonctionne. Et puis, il y a une immense partie du génome qui représente près de 99% du génome qui est moins bien comprise. On comprend suffisamment pour commencer à l'utiliser de manière informée pour la médecine, mais on est loin d'une compréhension globale. Notre ADN doit respecter une logique précise, comme une recette de cuisine. Mais parfois, des fautes de frappe, pour ainsi dire, viennent perturber cette logique. Des fautes de frappe qui peuvent augurer d'une maladie génétique. On a beaucoup de variations entre les individus, mais on a de temps en temps une de ces variations qui est responsable d'un problème de fabrication de la protéine, où elle est en quantité insuffisante, où elle a un défaut de fabrication. Et dans ce cas, c'est vrai que ça peut être en amont d'une maladie génétique. Donc on fait la différence, on peut appeler tout ça des variants. Et au sein des variants, on va dire il y a des variants pathogènes et des variants bénins, qui sont nos petites variations individuelles. Mieux décrypter le génome permet aujourd'hui de diagnostiquer plus de maladies, mais aussi d'identifier certaines situations qu'on ne comprenait pas auparavant. Car un même gène peut avoir différentes fonctions dans le corps. En général, ce sont des maladies qui associent des composantes qui en général ne vont pas ensemble. Un problème rénal et cérébral et cardiaque qui ne s'explique pas par une pathologie courante, qui est permanent ou en tout cas de longue durée et souvent progressif. Quand on a tout ça, un mystère médical de ce genre-là, ça vaut la peine de demander l'avis d'un généticien. Cette jeune fleuriste de 27 ans est une battante. Léa n'a pas toujours eu la vie facile pour faire accepter sa différence. Depuis petite, elle est malentendante. J'ai appareillé depuis mes 5 ans.
Mais on a découvert un petit peu avant parce que je ne parlais pas. Du coup, mes parents m'ont envoyé à la logopédie. Et c'est la logopédie qui a dit qu'il fallait aller voir l'ORL. C'est là qu'on a fait les tests nécessaires pour découvrir la surdité et puis avoir les appareils. À cette époque, rechercher une cause génétique ne se faisait pas. Léa grandit et à l'adolescence, elle s'inquiète, car sa vue baisse. J'ai dû changer souvent mes lunettes, en fait. Et c'était assez inquiétant. Je voyais vraiment beaucoup moins que mes camarades, surtout de nuit. Et j'ai voulu chercher plus loin. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans mes yeux? Je veux savoir où est-ce que ça bloque en fait. Puis de fil en aiguille, on a fait les tests. On a fait des tests visuels et des tests génétiques. Et puis du coup, j'ai eu le verdict environ 6 mois après. Mais c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Le nom m'était complètement inconnu en fait. Léa souffre du syndrome d'Usher, une maladie génétique très rare qui rend sourd et à terme aveugle. Elle a 19 ans quand le diagnostic tombe. Elle risque de perdre la vue d'ici 30 à 40 ans. Que si c'était une maladie qui serait apparue comme une tumeur par exemple, je l'aurais peut-être moins pris positivement. Parce que le fait que ça soit génétique, je me dis, de toute façon, c'est en moi. J'ai grandi avec, la maladie était avec moi depuis le début. Pendant toute mon adolescence, j'ai eu peur, vu que je changeais beaucoup les lunettes. J'ai eu peur de devenir aveugle. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire si c'est le cas? Le fait qu'on m'ait dit qu'il y a aussi 30-40 ans, j'ai le temps de me préparer. Si on m'avait dit dans 5 ans vous êtes aveugle, je l'aurais un peu moins bien pris en fait. Là je pense que je travaillerais plus et je serais autour du monde. Léa est la seule de sa famille à être atteinte du syndrome. Un syndrome rare transmis par les parents. Personne dans la famille ne se savait porteur de cette mutation génétique. Tac tac tac. Coucou. C'est avec son père que Léa a reçu le diagnostic. Pour un père, pour un parent, c'est pas une claque dans la gueule, c'est la batte de baseball, c'est le train, c'est le monde qui s'écroule. Quand je parle de ça, j'ai toujours les larmes qui me montent aux yeux. Ce jour-là, j'ai ramassé le train dans la gueule, quoi. C'est violent. Que ce soit génétique, que ce soit le père, que ce soit la mère, que ce soit... Non. Moi, maintenant, j'aimerais c'est qu'elle profite de la vie, ce qu'elle fait, qu'elle profite de la vie, qu'elle soit... tout ce que je peux faire pour l'aider, je le ferai. Je suis pas... Tu t'es senti un peu coupable au début, quand même. Pas coupable. J'ai eu de la peine à digérer au début. Peut-être encore maintenant. Autrement, je pleurerais pas. C'est dur à digérer. Ouais. Si un jour je dois moi lui donner mes yeux pour qu'elle puisse voir, je le ferai. Si je donnais mon cœur pour que une de mes filles vive, je le ferai. C'est ma vie. Regardez tes yeux. Ouais, mais déjà qu'ils ne voient pas bien. Il n'existe pas de traitement pour empêcher que Léa perde la vue à terme. Mais le diagnostic lui permet de la préserver le plus longtemps possible. Éviter le soleil et la fumée et porter des filtres jaunes pour protéger sa rétine. Moi, j'aurais très bien pu m'effondrer et être au fond de mon lit en train de déprimer avec un peu de Nutella. Enfin, voilà. Mais j'ai pas choisi cette vie-là. J'ai choisi de rebondir, d'être heureuse et de prendre toutes les petites choses qui peuvent me rendre heureuse. Pour Léa, le diagnostic change sa manière d'appréhender son handicap. Elle garde espoir en attendant qu'un jour, peut-être, la science trouve un traitement. Actuellement,
Il existe, c'est vrai, des quantités de maladies génétiques pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Cependant, la prise en charge, même symptomatique, est améliorée par le fait qu'on précise la cause. Les patients vous racontent que le jour où on a trouvé leur diagnostic, ils ont eu un soulagement immense de savoir la réalité de ce que c'était, pouvoir poser une identité à ce qu'ils présentent, se mettre en contact avec d'autres patients qui présentent la même pathologie rare, expliquer parfois à leur médecin ce qu'ils ont, parce que même moi, je ne connais pas 5000 maladies génétiques. Et donc, leur vie change. Ces maladies-là, on les appelle monogéniques parce qu'un seul gène est défaillant. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on découvre que certaines maladies sont inscrites sur plusieurs gènes. Une complexité qui rend le diagnostic plus difficile à établir. Je parlerai plutôt de prédisposition au diabète, à l'infarctus et à plein de cancers dans laquelle nous savons que notre constitution génétique fait qu'on est plus ou moins à risque. Une personne donnée peut être plus à risque de cirrhose s'il boit trop d'alcool et une autre peut être plus à risque d'infarctus. Et puis, ça va permettre, espère-t-on, c'est de cibler la prévention. Si nous disons à tout le monde qu'il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il faut maigrir, les gens sont moins motivés que si on dit « Monsieur Untel, vous ne devez surtout pas fumer » et « Madame Untel, vous ne devez surtout pas boire trop d'alcool » parce qu'on sait que la prédisposition est personnalisée. Décrypter le génome pour prédire et prévenir des maladies. Ce sont les promesses de la médecine génomique. Au Genome Center à Genève, on s'attelle à chercher des liens entre des maladies et des variations génétiques. La mission du Genome Center, c'est vraiment d'amener la médecine génomique, c'est-à-dire la capacité de séquencer l'ADN et l'ARN de n'importe quel échantillon de patients ou de personnes qui sont avec des prédispositions génétiques, et de pouvoir donner une interprétation la plus correcte à des cliniciens, à des médecins, qui voient, eux, les patients. Nous, on ne voit pas les patients, on est derrière, mais on est en fait l'usine qui produit en fait l'information que les médecins utiliseront pour discuter et dialoguer avec les patients. Pour extraire ces informations, on séquence des génomes entiers. À partir de prélèvements sanguins, les biologistes extraient l'ADN, des étapes longues et méticuleuses pour séparer les séquences d'ADN que cette machine va retranscrire. On dirait une vulgaire photocopieuse, mais ce que cette machine est capable de faire est révolutionnaire. Permettre de lire les 3,2 milliards de lettres contenues dans notre patrimoine génétique. Mais que nous apprend notre génome ? La promesse du génome, c'est de retarder l'arrivée de la maladie elle-même. C'est de comprendre pourquoi, avec le génome qu'on a reçu au moment de notre conception, on est plus ou moins prédisposé à certains types de maladies. Et puis, plus la connaissance avance, plus on est capable de discerner pour chaque individu les régions du domaine de la santé qui seront les plus fragiles pour l'individu en question. Et puis ça nous permettra de faire de la prévention plus personnalisée qu'aujourd'hui, de pouvoir dire à quelqu'un « vous avez un risque de cancer plus élevé, vous avez un risque de maladie cardiovasculaire moins élevé, vous avez un risque de maladie métabolique, de diabète », et puis de prendre des mesures ou de donner aux gens la possibilité de prendre des mesures s'ils le souhaitent. Le résultat du séquençage, ce sont des suites de lettres, les fameux ATCG. On va comparer chaque séquence avec des génomes de référence pour identifier des morceaux où se seraient glissées des différences, des mutations, comme une lettre en plus ou des morceaux manquants. Chaque mutation peut présager d'une maladie et pour les interpréter, ces bioinformaticiens vont s'aider d'algorithmes. Certaines mutations sont connues et comprises, mais la recherche en découvre tous les jours de nouvelles. Mon génome, en tant que tel, ne veut pas dire grand-chose. J'ai besoin, pour comprendre le génome, comprendre ce qu'il fait, comment il fonctionne, j'ai besoin de le comparer à des milliers, à des millions d'autres génomes. C'est pour ça qu'on a besoin d'énormes quantités de données qu'on doit mettre ensemble, qu'on doit digérer, interpréter, et puis desquelles vont surgir l'information qui va permettre de savoir pourquoi une variation que je trouve dans mon génome peut être importante pour me mettre à risque d'une certaine maladie.
Une des mutations les plus connues, c'est celle qui prédispose au cancer du sein et des ovaires. Dit comme ça va? Séverine et Bettina sont sœurs et partagent donc une grande partie de leurs gènes. Je laisse faire, hein. Très proches, elles se soutiennent dans toutes les épreuves de leur vie. Il y a 5 ans, Séverine remarque une boule dans son sein. C'était un peu les unes après les autres. Ma maman, ma tante une fois. Puis après, on se dit, bon, il y a quelque chose chez les femmes dans notre famille. Alors, voilà, quand j'ai senti cette boule dans mon sein, je me suis pas dit en premier que c'était un kyste. Je me suis dit que, voilà, c'était mon tour. Séverine ne se trompe pas. On lui diagnostique un cancer du sein. Bien sûr que l'annonce, elle est un peu compliquée, surtout quand moi j'ai appris que c'était un cancer assez agressif quand même. Ça fait peur, de toute façon, même si tout le monde dit « Ah, mais cancer du sein, ça se soigne super bien. » Ça fait peur, parce qu'on a peur de mourir quand même. J'ai fait tous les traitements, et puis ensuite, ma tante a eu un 2e cancer du sein. Et puis là, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose dans la famille, et ma tante a fait les tests, ça s'est avéré positif. Et moi, j'ai fait les tests, c'était positif. Ma sœur a fait les tests, c'était positif. Et puis, mes cousines, encore un oncle, enfin voilà. Des tests pour savoir s'il y a une prédisposition inscrite dans leurs gènes. Quand on naît avec un défaut, une mutation sur certains gènes, on a un risque très élevé de développer jeune des cancers agressifs. Ces gènes s'appellent BRCA ou BRCA pour Breast Cancer, cancer du sein en anglais. Ils prédisposent au cancer du sein et des ovaires, mais aussi de la prostate et du pancréas. Suivant où se situe la mutation sur le gène, le risque de cancer est plus ou moins grand. Et moi, j'ai toujours pensé que je n'aurais pas le cancer du sein, que j'avais pas la mutation, comme ça. Comme toi, tu pensais que tu l'aurais, moi, j'étais sûre que je n'aurais pas. Donc, j'avais quand même décidé de faire le test, c'était sûr, parce que je voulais être sûre de ne pas l'avoir, surtout. Et puis, c'était une grosse surprise de savoir que j'étais quand même porteuse. C'était un peu une claque. Elle pensait qu'elle avait plus les gènes de mon papa que de ma maman. Et moi, j'ai tout pris de notre papa. Pas ceux-là, en tout cas. C'est un héritage féminin pour tout le monde, ouais. Alors, il y a des cancers du sein qui sont familiaux. Et donc, lorsqu'il y a un pattern familial, alors ça vaut la peine de tester une des patientes atteintes, cancer du sein ou de l'ovaire, pour voir si cette agrégation familiale est vraiment due à une cause génétique. Si c'est le cas, on sait qu'il y a des risques, par exemple, de complications par un cancer ovarien. On a plein de patientes qui, par le passé, étaient guéries de le cancer du sein, mais qui mouraient 10 ans plus tard d'un cancer ovarien. On peut prendre en charge les filles, les sœurs, les nièces à risque. Après, bien sûr, un conseil génétique où on leur demande si elles souhaitent le test, on leur explique quelle va être l'issue. Mais la majorité des femmes qui savent le bénéfice que peut avoir leur santé en cas de mauvaises nouvelles demandent le test et peuvent être aidées. Et ça, clairement, c'est une approche qui sauve des années de santé et sauve des années de vie. Une mutation comme une épée de Damoclès. La solution proposée, des opérations lourdes pour enlever les seins et les ovaires. Séverine et Bettina se sont fait opérer pour éviter le pire. Pour moi, fallait que ce soit le plus rapide possible pour pas que ça se déclare avant. Ouais. Donc c'était rapide, je crois que j'ai reçu les résultats, c'était en décembre. J'ai eu l'ablation des ovaires en janvier, et puis au mois de mai, j'avais la mastectomie. Je trouve à aucun moment j'avais envie de prendre un risque. À aucun moment. Parce que c'est quand même terrible, hein. Bettina a vu sa sœur lutter contre le cancer. Elle a conscience de ce qu'elle peut éviter grâce aux opérations. Séverine s'est fait opérer. Pour elle, la lourdeur des interventions a été une étape de plus. Il me semblait que j'étais enfin hors d'affaires, que j'avais fini les traitements et tout ça. Puis en fait, là, ça annonçait une mastectomie, l'ablation des ovaires, plein de choses. Mais disons que je ne me voyais pas recommencer encore et encore et encore. Alors, je sais qu'en faisant ces opérations, je n'ai pas un risque zéro. Mais disons que j'ai fait tout ce que je pouvais en prévention pour ne pas retomber malade.
Pouvoir agir pour prévenir un cancer est récent. Il a fallu pour cela identifier les mutations, comme celle du gène BRCA. En identifier d'autres et renforcer la prévention, c'est le défi de la médecine génomique. J'ai une mutation à cet endroit sur le BRCA1. Ça, c'est quelque chose dont on a une prédiction. Mais j'ai une mutation à la position 3 297 292 sur le chromosome 16, et j'ai un A à la place d'un T. Ça peut être très important, mais on ne sait pas l'interpréter pour l'instant. On n'arrive pas encore à le prédire. Historiquement, on posait « j'ai un gène, qu'est-ce qu'il fait ?» Là, on peut dire « je regarde tous les 20 000 gènes qui composent, qui fonctionnent dans un système humain ». Ça ne veut pas dire qu'on va comprendre, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir complètement prédire. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Mais derrière ça, on a une capacité maintenant de pouvoir en tout cas le lire et en partie de l'interpréter et d'utiliser cette interprétation pour prédire quelque chose. Donc ça, c'est un candidat intéressant. Il faudra qu'on en discute de toute façon en groupe, mais... Regardez le depth aussi. Le chemin est encore long avant que l'on réussisse à tout comprendre et que tout un chacun puisse utiliser les informations contenues dans son propre génome. Radical. Donc là, ça c'est un cas pathogénique. On a un T à la place d'un TTAA. Aujourd'hui, en Suisse, on opte pour la prudence. Seul un médecin peut prescrire un séquençage complet quand il y a une suspicion de maladie. Ailleurs, des tests génétiques en libre accès existent. Ils n'hésitent pas à prédire des maladies, comme le diabète ou l'hypertension. On va vous dire, vous avez 1,2 fois plus de risque d'être hypertendu que la population générale. Qu'est-ce que vous faites de ça? Comment vous l'accommodez à votre sauce pour en tenir compte dans votre vie quotidienne? Et si on fait ça pour des dizaines, voire des centaines de maladies ou de traits ou de caractéristiques individuelles, on a l'impression que notre vie va être guidée par uniquement des risques. Et je ne pense pas qu'on puisse vivre sainement avec cet excès de savoir, y compris des facteurs de risque pour des cancers et d'autres. La seule certitude qu'on a, c'est finalement celle qu'on va mourir. Mais ça, elle est la même pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que les avancées en génétique soulèvent des questions éthiques et risquent de changer notre conception même de la médecine et de la santé. On entre, avec la prédiction médicale quelle qu'elle soit, dans un monde de nuances où on n'est plus tout à fait en parfaite santé parce qu'on est tous à risque de certaines maladies, mais on n'est pas encore malade. Donc, est-ce qu'on est confortable avec cette idée de vivre un petit peu dans cet entre-deux, ou est-ce qu'on a envie d'être en bonne santé jusqu'au jour où on est vraiment malade et puis d'espérer un retour à la case bonne santé? Avec le génome, on quitte ce confort relatif du concept de bonne santé et on se retrouve dans un monde où on peut agir en amont, mais pour agir en amont, on doit être mis au courant de risques potentiels, même des années plus tard. Évaluer les risques de manière sûre et efficace, c'est encore une musique d'avenir. D'autant plus qu'on découvre aussi que notre vie durant, nos habitudes ou notre environnement influencent l'expression de nos gènes. C'est ce que l'on appelle l'épigénétique. Il y a le code génétique, cet élément très très fort qui peut influencer énormément, voire définir la survenue d'une maladie. Mais il y a quand même ces fluctuations autour d'expression des gènes qui vont faire qu'on a des influences extérieures qui peuvent venir moduler un petit peu la trajectoire individuelle et participer au fait qu'avec une même mutation, probablement même chez des jumeaux monozygotes, la trajectoire individuelle serait un petit peu différente entre l'un et l'autre. Donc je trouve que c'est aussi une source d'espoir ou de pouvoir se réapproprier un petit peu des choses en se disant voilà, ce que je fais, là où je vis, comment j'interagis, joue aussi un rôle sur mon devenir. Floriane est une jeune étudiante en médecine. Il y a 5 ans, à seulement 21 ans, on lui découvre 2 tumeurs dans le bas-ventre. Le chirurgien m'avait dit que c'était pas opérable en l'état, c'était trop étendu, que ça aurait été une chirurgie qui aurait été très lourde, ou possiblement on m'aurait enlevé plusieurs organes ou bouts d'organes, un bout du côlon, peut-être l'utérus, peut-être les ovaires. Enfin voilà, c'était une chirurgie très lourde qui m'attendait si on pouvait pas faire réduire la tumeur. C'est aussi pour ça que voilà, ils m'ont fait des biopsies pour pouvoir caractériser et puis savoir ensuite est-ce qu'il y avait un traitement possible pour ça.
On pense au pire, quoi. On pense à la mort, on se dit, bon, est-ce que c'est fini? Pour combien de temps j'en ai? Face à ce cancer rare et agressif, ces médecins s'orientent vers les nouvelles techniques de médecine de précision. Le séquençage du génome de la tumeur même pour identifier des mutations et rechercher des correspondances avec d'autres cancers. Le séquençage révèle des mutations que l'on retrouve habituellement dans le cancer du poumon. Comme espéré, un traitement existe. Sans le séquençage, ce traitement ne lui aurait jamais été proposé. Personne n'aurait imaginé un lien entre ces tumeurs et des tumeurs pulmonaires. Je me rappelle encore être rentrée dans cette salle avec l'oncologue et puis je voyais la boîte en fait, du médicament à côté de lui. Je voyais le nom, alors je ne connaissais pas particulièrement, mais la nomination, je savais que c'était un traitement ciblé et je me suis dit il y a peut-être une option et c'est peut-être pas la chimiothérapie, donc ça a été un soulagement énorme. Aujourd'hui, les avancées en génétique révolutionnent l'oncologie. Olivier Michéline est à la tête du département d'oncologie des HUG, où vient de se créer un nouveau service d'oncologie de précision. L'oncologie a fait un virage irréversible avec les techniques de séquençage modernes. Parce qu'on est vraiment capable maintenant d'aller comprendre les mécanismes qui ont amené à la création du cancer. En analysant le génome des tumeurs, comment l'ADN est modifié dans les tumeurs, on a pu effectivement regrouper différents types de signatures de mutations. On se rend compte de la diversité des cancers et de la nécessité d'une personnalisation. On se rend compte qu'on trouve des mécanismes moléculaires qu'on n'attendait pas du tout dans un certain type de cancer. Donc clairement, on a des surprises et chaque surprise est potentiellement une opportunité thérapeutique pour le patient. Les traitements classiques, comme les chimiothérapies, attaquent toutes les cellules de manière indifférenciée. Des traitements efficaces, mais souvent très toxiques. L'avenir, c'est de cibler précisément les cellules cancéreuses pour ne s'attaquer qu'à elles. En Suisse romande, des patients bénéficient déjà de ces avancées. Des patients pour lesquels les traitements standards ont échoué. On va bien sûr commencer par les traitements standards qui sont beaucoup mieux documentés. Lorsqu'on n'a plus de solution standard, on va faire ces analyses extrêmement larges pour essayer de trouver le mécanisme chez ce patient particulier. Et donc là, effectivement, on a vraiment besoin de travailler en réseau. Un réseau que l'on appelle le Tumor Board moléculaire. Il regroupe de nombreux spécialistes, comme ces chercheurs de l'Institut suisse de bioinformatique à Lausanne. Écrans. Donc la première mutation, c'était sur la protéine KRAS au niveau de la glycine 12. Donc, Ce jour-là, Olivier Michéline vient aux nouvelles du cas d'une patiente. Il leur a soumis le séquençage de sa tumeur pour qu'ils analysent ses caractéristiques fines. Le Tumor Board vient en aide aux cas les plus complexes. La tyrosine 96, par exemple, ici. Cette tyrosine est située juste à côté du site de liaison du ligand et des mutations de cette tyrosine ont déjà été vues chez les patients et ont provoqué des résistances à cette famille de médicaments. C'est une patiente qui malheureusement n'avait pas sa maladie contrôlée et donc elle a été proposée au Tumor Board moléculaire par son oncologue. Le prélèvement a été analysé en faisant ce séquençage à haut débit et puis on a pu obtenir 2 pistes de traitement et donc on va discuter ces approches au Tumor Board moléculaire. Chaque vendredi, oncologues, pathologues, bioinformaticiens se réunissent pour discuter d'une dizaine de cas. Une des questions de l'oncologue qui nous a adressé ce patient, c'était l'expression de DLL3 pour... Des spécialistes des HUG, du CHUV et des universités, mais aussi des oncologues de ville. Oui, merci Olivier. Donc, cette patiente de 79 ans qui a une assez longue histoire, elle est connue pour un carcinome endométrioïde de l'endomètre FIGO 3C qui a été diagnostiqué en octobre. Chacun amène son expertise et son savoir pour trouver des traitements spécifiques et innovants. L'option capmatinib ou cabozantinib me paraît extrêmement intéressante pour ce patient. Merci. Pour de nombreux patients, c'est le traitement de la dernière chance. Installez-vous. Mais ces analyses poussées n'aboutissent pas toujours à de nouvelles pistes. Cette patiente a de la chance. L'équipe médicale peut lui proposer une nouvelle médication. On a eu aujourd'hui le Tumor Board
où on a pu discuter tous ensemble de l'interprétation de ces résultats. Et il y a une piste qui semble sortir, être intéressante. Donc on espère qu'il y aura peu de toxicité. Donc c'est pour ça que malgré le fait que vous ayez mal toléré la chimiothérapie initialement, ce traitement-là, qui a une composante de chimiothérapie, n'a probablement pas les mêmes effets toxiques. Il y a un tas de choses qui n'ont pas marché. Disons, je mets beaucoup d'espoir dans cette nouvelle chose qui est plus scientifique, et puis ça me réconforte, disons, d'être bien encadré. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est justement comment ça avance, comment ça va mieux, parce que moi j'ai quand même beaucoup d'espoir là-dedans. On essaie de trouver un traitement précis pour cette tumeur-là. Donc c'est vraiment ça tout l'objectif de Tumor Board moléculaire et de ce qu'on appelle médecine de précision. C'est vraiment chaque personne est unique et de la même manière chaque tumeur est unique et on essaie de trouver le bon traitement pour la bonne personne. Et en fait, la chimiothérapie est libérée directement dans les cellules tumorales. C'est pas dans le sang qu'elle circule. Elle est liée à une protéine qui va la guider vers les cellules tumorales et c'est par contre la cellule tumorale qui va avoir la dose maximale. Ce qui est différent d'une chimiothérapie standard où on perfuse une certaine quantité de chimiothérapie dans le sang et cette dose, elle va circuler dans tout le corps. Là, c'est vraiment ciblé à la cellule tumorale et c'est vraiment le traitement de précision. Ouais. Je pense que globalement, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle en oncologie. On perd énormément de patients, même si les progrès sont spectaculaires. Donc il faut absolument que l'innovation soit dans notre ADN, qu'on fasse tout ce qu'on peut pour amener la guérison chez le plus grand nombre de patients. Aujourd'hui, Floriane est une rescapée. Elle l'a compris dès le premier mois de traitement. Je me rappelle encore de mon oncologue qui m'a appelé en me disant « Écoutez, on allait se voir en consultation 2 jours plus tard, mais je ne pouvais pas attendre. Quand je vous ai au téléphone, il faut que je vous dise, ça a réduit de 50%. On n'espérait jamais que ça fonctionnerait aussi bien. » Et puis là, on se dit « Ok, bon, super. » C'est vraiment ce qu'on voulait entendre, étant donné que le but de ce traitement, c'était vraiment de faire réduire les masses pour que je puisse avoir une opération qui soit le moins délabrante possible. Donc j'ai dit, super, on continue, et puis on espère que ça diminue encore. Et du coup, le traitement, il a duré combien de temps? Il a duré environ 3 mois. Voilà. Ce qui paraît peu. C'est rien du tout. Des fois, c'est 3 mois, c'est hyper court pour un traitement oncologique. Et puis avec des résultats qui ont été vraiment drastiques et qui ont permis qu'on m'opère rapidement et puis avec très peu de séquelles. Donc, non, c'était franchement une histoire qui commençait très mal et puis qui finit très bien finalement.